Souvenez-vous de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, qui devait être suivie, comme je l'ai dit, à l'instar du 1er juillet 2025 au Mali, de 7 autres attaques sur notre territoire, dans l'objectif ultime de montrer que nous sommes des incapables et que les putschistes ne peuvent pas diriger ces pays. Les conclusions, nous les laissons à l'adversaire, mais notre montée en puissance n'est pas comparable à la force en attente de la CEDEAO que nous attendons depuis 1990 et 36 ans après, elle est toujours en attente. Et vous avez bien dit, le général d'armée Assimi Goïta a dit que nous sommes prêts. Notre montée en puissance, je l'ai dit, n'est pas une vue de l'esprit. Quand le président de la Confédération en exercice dit que nous sommes prêts, c'est que nous sommes prêts. C'est pour vous dire que les Nigériens apprennent à lire entre les lignes et à comprendre. Mais nous avons certes les moyens de lire entre les lignes, mais en plus des moyens entre les lignes, nous avons également l'expérience, quand même, ça me fait 41 ans de service militaire au profit de mon pays. Même si c'est une leçon que je retiens chaque mois, multiplié 12 par 41, vous aurez le nombre de leçons et de leçons militaires que j'ai retenues pour vous dire que nous savons ce que nous faisons et nous ferons face, Inch'Allah, à toutes les velléités. Monsieur le Président, dans la même lancée et de façon plus générale, d'abord, quelle appréciation avez-vous de la situation sécuritaire du pays, aussi bien en termes de prestations que d'effectivité? Ensuite, qu'en est-il à ce jour de la montée en puissance de nos FDS en termes d'effectifs, d'acquisition de matériel, de formation et de capacité autonome d'action sur le terrain? Enfin, quelles sont les perspectives à envisager, Monsieur le Président? Pour ce qui est de la situation sécuritaire dans notre pays, nous ne jugeons pas ou nous ne décidons pas par perception. Nous sommes pragmatiques. Nous nous basons sur des faits. Et les faits, je viens de vous les citer. La réponse réservée à la tentative d'incursion à la base aérienne 101 et à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est une preuve supplémentaire de l'état de professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, qui ont, en moins de 20 minutes, je le dis et je le répète, repris le contrôle et qui ont, en moins de 20 minutes, engagé les mercenaires et les détruire dans la profondeur. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait ce narratif de 1h30 de combat, 2h30 de combat. Bien sûr, c'est 1h30 de combat, mais 2h30 de combat. Mais dans quelle disposition? Ça également, il faut le dire parce que beaucoup le méconnaissent. Quand vous faites l'objet d'une attaque, il y a une réaction. Cette réaction est conduite par un élément destiné. Nous concevons, nous planifions et nous conduisons. C'est ça la différence. Les FDS n'agissent pas par à peu près. Tout est planifié. Quand je vous dis jusqu'au taux d'attrition, quand je parle de taux d'attrition, c'est les pertes en vie humaine quand on prépare une opération. Nous déterminons à travers des calculs bien précis le taux d'attrition
en fonction de la menace, en fonction des moyens que la menace utilise, en fonction de la doctrine de la menace, nous calculons les taux d'attrition. Donc, l'attaque est une preuve supplémentaire du degré de professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, du degré de formation de nos forces de défense et de sécurité, du degré de réactivité ou de réaction pour termes militaires de nos forces de défense et de sécurité, des moyens appropriés dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Tout moyen et professionnalisme qui leur ont permis non seulement de reprendre le contrôle en rétablissant l'intégralité de la base 101 et de l'aéroport international de Diori Hamani de Niamey, mais de poursuivre l'ennemi en le détruisant dans la profondeur. Renseignez-vous aux populations qui sont à 40, 50, 5 km autour de Niamey, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont suivi. C'est un combat qui a continué jusqu'au lendemain. Donc, c'est ce qui fait que les gens pensent que c'est un combat qui a duré 2 heures de temps au sein même de l'aéroport. Nous sommes convaincus, et j'espère que les Nigériens sont convaincus de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, des moyens dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit, l'attaque devait donner suite à une série d'autres attaques, mais ceci n'a pas été exécuté pour ce que l'ennemi a constaté, pour ce que le sponsor ou les sponsors ont constaté. Donc, les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais prêtes à défendre l'intégrité de notre territoire. Surtout qu'elles sont convaincues, et nous l'avons remarqué à travers la mobilisation de la population autour de Niamey et dans Niamey pour accompagner les forces de défense et de sécurité le jour J, pour parler le langage des sponsors des mercenaires, et les jours J plus 1 plus 2 jusqu'à aujourd'hui également, où nous continuons, en plus de ceux que nous avons neutralisés, à interpeller les collaborateurs, les complices, en plus de ceux qui ont été capturés sur le terrain des combats. Voilà ce que je peux vous dire sans rentrer dans des détails, puisque c'est ces détails-là que l'adversaire utilise contre nous et qu'il projette ou en tout cas revoit sa planification. Les forces de défense sont prêtes. La montée en puissance n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas de la démagogie. Ceux qui s'y étaient frottés ont compris. Ce n'est pas qu'ils se sont fait piquer, ils se sont fait transpercer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. En décembre dernier, le président Assimi Goïta, alors président de la Confédération, avait dit que l'AES est prête pour une guerre de haute intensité. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, à quel niveau de préparation sommes-nous? Est-ce à dire que l'ordonnance portant mobilisation générale participe de cette idée? Et justement, quel est le contenu exact de cette ordonnance? Vous avez bien dit, le général d'armée Assimi Goïta a dit que nous sommes prêts. Notre montée en puissance, je l'ai dit, n'est pas une vue de l'esprit. Quand le président de la Confédération en exercice dit que nous sommes prêts, c'est que nous sommes prêts. Nous n'avons pas attendu le jour du 23 décembre 2025 pour dire que nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés pour être prêts
au moment où le président Assimi Goïta a fait cette déclaration. Et la stabilité que vous observez, malgré l'acharnement, c'est parce que vous ne savez pas ce que personnellement je sais, ce que le président Assimi Goïta sait, ce que le président Ibrahim Traoré sait de l'acharnement des sponsors de ces mercenaires, des desseins macabres de ces sponsors. Pour nous, le défi n'est pas les mercenaires. Le défi, c'est les sponsors de ces mercenaires. Et nous sommes conscients que les mercenaires bénéficient de soutien matériel, financier, en armement, en renseignement, de très grande technologie de la part de ces sponsors-là. Je vous le détaillerai, Inch'Allah, dans les questions à venir. Donc, le président Assimi Goïta, quand il fait cette assertion, c'est pas que ce jour-là que nous allons nous préparer pour monter en puissance. C'est un constat qui a conduit à la présentation de la force unifiée, qui est l'expression justement de cette montée en puissance, dont l'effectif a été revu à 6 000 hommes au lieu de 5 000 initialement prévus. C'est conscient de la capacité de nuisance de ces sponsors-là que nous avons réaménagé notre dispositif sécuritaire commun et que nous avions réadapté également l'organisation de notre force unifiée pour qu'elle puisse faire face à toute menace au profit des peuples du Sahel. Donc, c'est un constat visible sur le terrain. Rappelez-vous de la vaine tentative de l'étouffement de Bamako. Souvenez-vous des chapelets d'action contre le Burkina. Souvenez-vous de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey qui devait être suivie, comme je l'ai dit, à l'instar du 1er juillet 2025 au Mali, de 7 autres attaques sur notre territoire, dans l'objectif ultime de montrer que nous sommes des incapables et que les putschistes ne peuvent pas diriger ces pays. Les conclusions, nous les laissons à l'adversaire, mais notre montée en puissance n'est pas comparable à la force en attente de la CEDEAO que nous attendons depuis 1990 et 36 ans après, elle est toujours en attente. Et nous, en moins de 2 ans, nous avons accompli cette prouesse de mettre en place une force qui va certainement améliorer, combler les lacunes, réajuster, mais en fin de compte, qui va ramener la paix. Nous sommes convaincus, Inch'Allah, sur l'ensemble de notre espace. Donc la montée en puissance, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité dans le Sahel, particulièrement au sein de la Confédération. Sur l'ordonnance portant mobilisation générale. L'ordonnance portant mobilisation générale, je crois que j'ai répondu à ça. Nous sommes des professionnels. Nous savons les défis auxquels nous faisons face et nous savons l'ampleur des défis. Puisque nous savons ce que nous savons,
Et nous savons ce que beaucoup de Nigériens ne savent pas. Et c'est ça la différence. Donc nous savons l'ampleur des défis, la détermination des sponsors à nous mettre à genoux, quitte à nous éliminer physiquement. Et ça, je pèse mes mots. Donc, face à ça, nous savons que les jours à venir seront particulièrement difficiles. Non pas parce que nos forces de défense et de sécurité ne sont pas adaptées, ne sont pas puissantes, ne sont pas professionnelles, ne sont pas dotées. Non. C'est, tant que je dis, sera difficile parce que nous connaissons l'agenda de l'autre. La mobilisation générale s'inscrit dans ce sens. L'ordonnance du 26 décembre 2025, la 42, c'est une disposition légale qui est prévue par la loi numéro 2002-30 du 31 décembre 2002 portant l'organisation de la défense nationale et l'article 43 de la charte de la refondation. C'est de là que cette mobilisation nationale tire son naissance. La mobilisation générale est l'aptitude, pour faire court, du peuple nigérien. Je prends l'exemple du peuple nigérien, avec toutes ses composantes, les forces de défense et de sécurité, les institutions, le gouvernement. Quand je dis le gouvernement, toutes les structures, les ministères, la société civile, les grandes entreprises, les citoyens lambda s'approprient cette capacité de basculer d'un temps de paix à un temps de guerre. C'est ça la mobilisation générale. Cette capacité de basculer en structure organisée, chacun sachant ce qu'il doit faire en fonction de sa qualification, en fonction de ses compétences et en fonction de son aptitude à prendre une posture de guerre quand il est nécessaire et quand c'est décrété. C'est ça la mobilisation générale qui repose sur un certain nombre de piliers qui sont d'abord les dispositions générales que j'ai citées et à travers l'organisation également de cette mobilisation, à travers la préparation de cette mobilisation, à travers la conduite, pour parler en termes militaires, de cette mobilisation, oui, et pour parler en termes civils, la mise en œuvre de cette mobilisation et également prévoir des dispositions pénales qui également renforcent l'efficacité de cette mobilisation. Nous sommes dans moins de 10 jours, oui, dans le carême. Oui, le mois de Ramadan. Vous attendez le premier jour pour commencer à assurer votre réserve de sucre. Ouais. Vous attendez le premier jour pour assurer votre réserve, je ne sais pas, de mil pour faire la bouillie, le coco qui va bien. Vous attendez le premier jour pour faire tout le stock qui incombe à la ménagère. Dites-moi que non. Vous préparez pour un objectif bien précis, le 29 ou 30 jours du carême, du jeûne, se passe avec moins de difficultés. C'est ça la mobilisation générale. C'est pour que
l'ensemble des citoyens, non seulement de façon collective, mais de façon également individuelle, et les réflexes appropriés pour passer d'un temps de paix à un temps de guerre. Les Nigériens connaissent ce temps de défi, je ne dirais pas de guerre, depuis plus de 30 ans. Je crois que si nous avions fait ça, c'est pour que nous soyons encore plus performants. Parce que les autres n'ont pas pensé à le faire pour des raisons que je ne critiquerai pas. Mais nous sommes conscients que les sponsors et nous, c'est deux volontés. La volonté de nous soumettre et notre volonté de nous libérer et de rester maître de notre destin. C'est ça la différence. Nous avons repris la liberté d'action. Nous devons garder cette liberté d'action pour notre dignité, notre souveraineté et pour notre prospérité. Voilà ce que je peux dire de la mobilisation générale. Des missions de sensibilisation sont conduites et je crois que d'autres détails peuvent être portés. D'accord. Monsieur le Président, cela fait presque 3 ans que vous présidez aux destinées du Niger avec l'avènement au pouvoir du CNSP le 26 juillet 2023. Est-ce que vous comprenez les attentes pressantes des Nigériens pour une nette amélioration de leurs conditions de vie en rupture avec ce qu'ils ont connu par le passé? En effet, les Nigériens se disent maintenant que nous disposons de notre pays et de ses immenses ressources naturelles et doivent constater un changement positif de leur vie quotidienne. Question, Monsieur le Président, quelle appréciation avez-vous des revendications qui se font jour ces dernières semaines relativement au paiement des salaires, la cherté de la vie et l'absence de liquidité financière suffisante à Niamey et dans le circuit financier national? Formel. Merci. Je me surprends à entendre ce chapelet de questions, mais il faut peut-être porter beaucoup de corrections. D'abord, nous n'avons pas 3 ans, nous avons 2 ans, 6 mois. 1 an, c'est 1 an. 6 mois, c'est la moitié d'1 an. Nous avons 2 ans, 6 mois. Et si on vient à la charte de la refondation, allez-y voir, le 26 mars 2025, n'est-ce pas? Oui, 27. Vous aurez ce que nous avons au pouvoir. L'un de l'autre, vous avez dit 3 ans. Le Niger est république depuis quand? Le 18 décembre 1958. 58, oui. La République du Niger. Tout à fait. Le Niger est indépendant, entre parenthèses, depuis quand? Le 3 août 1960. Tous ceux qui nous font ces reproches-là étaient où pendant ces 65 ans? Je prends juste du 3 août 1960. Oui. Pendant ces 65 ans, ils étaient où? Nous connaissons le Niger. Nous connaissons l'histoire du Niger. Qu'elle soit l'histoire au temps du néolithique ou l'histoire plus récente de la colonisation française ou l'histoire encore plus récente de l'occupation française après le 3 août 1960. Parce que nous avons vécu sous l'occupation française après le 3 août 1960. D'autres détails vous prouveront ce que j'ai dit présentement. Suivez juste la chronologie des explications que je donnerai au fur et à mesure. Nous sommes dans un processus de réappropriation de nos ressources. C'est ça que certains ne comprennent pas. Quand je les entends dire où passe l'argent de l'uranium, où passe l'argent du pétrole, où passe l'argent de l'or. Mais
quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, combien de grammes d'or nous avons trouvé au Trésor national comme appartenant à l'État nigérien, donc appartenant à l'ensemble des Nigériens? Zéro. Quels étaient les bénéfices de la vente de l'uranium au profit des Nigériens? Rien. Au pire, les Nigériens ont bénéficié du cancer, de la pollution de leurs ressources hydriques et de nappes souterraines. Le Niger ou les Nigériens ont bénéficié de la pollution de l'environnement. Donc, c'est un processus qui a duré plus de 70 ans que nous nous sommes évertués à défaire après l'avoir combattu avec l'arme intellectuelle, l'arme de la raison, l'arme du pragmatisme et l'arme de la dignité. C'est dans ce combat que nous sommes. Le pétrole. Mais que rapporte le pétrole aux Nigériens? Tout s'inscrit dans ce combat. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous n'avons cessé d'annoncer aux Nigériens. Il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas à 100% maîtres de nos ressources naturelles ou autres. Et un peuple qui n'est même pas libre, qui n'est même pas maître de son destin, donc le combat le plus pragmatique est de le faire comprendre qu'il est désormais maître de son destin, qu'il est maître de ses ressources. Vous croyez que c'est un combat qu'on peut mener en 2 ans, 3 ans? Vous croyez que ceux qui ont bénéficié de toute cette manne vont rester les bras croisés? Jetez un coup d'œil à ce qui se passe en France. Vous comprendrez. C'est vrai, ils ont réussi à convaincre les Nigériens, et pas des moindres, que notre uranium a moins de valeur que de l'argile, que l'apport des oignons ou je ne sais pas de quelques feuilles de gabou ont plus de devises à procurer au Niger. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ça là c'est un narratif pour convaincre les Nigériens de l'inutilité de son uranium. Allez-y voir le fait d'avoir arrêté ce pillage systématique. Allez-y voir l'effet que ça a produit dans la politique d'Emmanuel Macron. Et je le comprends en partie. Et c'est pourquoi je compatis à ce qu'il endure. Mais il aurait été plus sage d'accepter que l'uranium, depuis le 26 juillet 2023, est la propriété du Niger. Et que l'uranium est définitivement la propriété des Nigériens. Un partenaire sérieux qui ne méconnaît pas, qui ne vient pas avec l'esprit de pillage qui les a toujours guidés, qui ne vient pas avec l'esprit hautain, condescendant, mesquin vers nous, négocier, que ce partenaire comprenne que nous sommes disposés tant que ce n'est pas ces qualificatifs, ces critères qui le guident. Donc, nous nous approprions nos ressources. Nous remercions et félicitons les employés de la Somaïr, puisque
la Cominac a été assassinée par les mêmes Français quand ils ont pensé que l'uranium n'a plus d'apport économique suffisant, où ils avaient choisi de ne pas investir pour réhabiliter les galeries de la Cominac. Ils l'ont purement et simplement abandonné, malgré le fait que les actionnaires qui sont d'autres nationalités aient versé l'intégralité des fonds destinés à la réhabilitation du site. Malgré ce fait, les Français ont refusé de continuer la réhabilitation du site pour nous laisser plus de 600 km de galeries en train de contaminer notre nappe phréatique. Et c'est à nous que je vois certaines organisations mettre en garde. C'est à nous que je vois certaines organisations donner un avertissement pour vous dire le degré d'immoralité qui conduit les affaires internationales aujourd'hui. Donc, que les Nigériens comprennent qu'on ne vit pas dans l'opulence, mais le combat que nous menons est justement celui de permettre aux Nigériens de vivre dans l'opulence. Actuellement, ce qui est des préoccupations alimentaires, je crois que nous avons tourné le dos et nous avons définitivement tourné le dos. Il faut que les Nigériens comprennent que d'autres Nigériens se sacrifient pour qu'on atteigne ces objectifs. C'est le cas des forces de défense et de sécurité, c'est le cas des employés, comme je l'ai dit, de la Somaïr, qui produisent ce uranium, et c'est le cas des Nigériens conscients, résilients, qui savent que le combat ne fait que commencer. Le combat est au début, parce que les défis sont énormes. Ceux qui pensent que ce qu'on n'a pas pu obtenir avec ou à travers le dialogue, c'est à travers un chapelet de grève qu'ils peuvent l'obtenir, c'est leur jugement. Mais ce n'est pas un jugement que je partage et ce n'est pas un jugement que les Nigériens partagent. Quand nous étions arrivés au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous avions trouvé des arriérés de 2021, 2022 et 2023. Au niveau de l'éducation, les contractuels de l'éducation ou de la santé, nous avions trouvé des arriérés de 8 mois. Nous étions soumis à un embargo sauvage où nos propres fonds ont été irrégulièrement et illégalement confisqués parce qu'il y a des laquais prêts à répercuter les ordres du Seigneur Macron. Nous avons malgré tout été imaginatifs. Nous avions déterminé, pris des décisions pour que tout développement se fasse à travers nos ressources endogènes, puisque les ressources exogènes ne sont plus ou n'étaient plus à notre portée. Même les ressources endogènes qui étaient dans un circuit que nous ne contrôlons pas ont été mises hors de notre portée. Malgré tout, nous avons réussi, au moment où je parle, à ramener ces arriérés-là à peut-être fin 2025. Que ce soit les étudiants, je le comprends, qui ont besoin de bourses pour survivre, que ce soit les enseignants, qui ont également des familles à charge, mais qu'ils disent et qu'ils comprennent, nous sommes 27 millions. Sur les 27 millions, il y a moins de 200 000 qui ont un salaire mensuel. Les 27 millions, c'est à travers l'investissement que l'État fait qu'ils sentent que l'État existe, qu'ils sentent que l'État est là pour leur faciliter la vie. Donc, que les autres également, qui ont ce privilège de se prévaloir d'un salaire à la fin de chaque mois, comprennent
que c'est des sacrifices énormes qui sont consentis pour réduire les arriérés que nous avions trouvés et essayer d'être réguliers. Au moment où je vous parle, les contractuels ont un reliquat de 2,6 milliards pour le paiement de décembre. Et les bourses, je crois, c'est 444 millions pour décembre. Donc nous sommes conscients, nous suivons, mais qu'ils comprennent que c'est le moment de sacrifice. De la même façon que nous nous sommes évertués à réduire les mois d'arriérés qu'ils avaient à notre arrivée et sous embargo, ce n'est pas avec plaisir que nous accusons des retards d'arriérés. Ils comprennent que des militaires, des FDS, accusés également des mois d'arriérés. Pourtant, ils se sacrifiaient pour ce même pays. Ils mouraient pour ce même pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conviction que si nous ne faisons pas le combat, personne ne le fera à notre place. Et qui dit combat, dit combat. C'est la lutte. La lutte, ce n'est pas dans un salon qu'elle se mène. La lutte, elle est matérielle, elle est physique, elle est morale. Il faut que les gens comprennent ceci pour que tout ce qui arrive en retard ne soit pas pris comme un défi, comme une manifestation de mauvaise foi, mais comme un défi circonstanciel, comme un défi conjoncturel. Et c'est ce que j'ai à dire par rapport à votre question. Monsieur le Président, en ces moments difficiles pour tous, vous venez de le dire, beaucoup de nos compatriotes pensent qu'il faut revoir le train de vie de l'État pour faire les économies nécessaires en vue de s'adapter à la situation conjoncturelle. On parle notamment du parc auto de l'État, des multiples cérémonies financées par l'administration et de certaines missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ma question est de savoir comment votre gouvernement appréhende cette situation, Monsieur le Président. Pour répondre à votre question, je veux caricaturer. Vous savez, vous avez une connaissance sur la mythologie gréco-romaine. Mythologie gréco-romaine. Les dieux Zeus, Apollon, les Héra, les Aréna, les Christina, ou les nymphes des montagnes. Telles que la mère de Achille, Thétis, ou Écho, pour vous parler de Écho. Écho est une nymphe de montagne dans la mythologie gréco-romaine. Écho a commis l'imprudence de s'immiscer dans l'affaire d'un couple. Ce couple-là, dans leur mythologie, c'est le dieu Zeus et sa femme Hérate. Écho, cette nymphe, a diverti Hérate, l'épouse de Zeus. Et pendant ce temps, Zeus a triché dans une relation extra-conjugale. Quand Hérate a découvert le jeu trouble que Écho a joué, elle l'a maudite en lui lançant un sort comme quoi toute sa vie, elle ne pourra construire une phrase d'elle-même. Elle passera le restant de sa vie à répéter les derniers mots de la phrase d'autrui. Et c'est ce qui fait ce phénomène acoustique
qu'on appelle écho. Si vous êtes dans des régions montagneuses, quand vous criez, vous entendez la répercussion. C'est ça le sort de écho. Écho ne fait que répéter ce que les autres disent. Et même répéter, ce n'est pas l'intégralité, c'est les derniers mots de ce que les autres disent. Suivez ce que je vais dire. Vous parlez de train de vie. Est-ce que nous avons un train de vie? Face à tous nos défis, face à tous les engagements, est-ce que nous avons un train de vie? Nous avons un train de survie. Et c'est ça que je veux que les Nigériens comprennent. Nous n'avons pas de train de vie. Si les gens sont habitués à répéter, mais il faut répéter intelligemment et non répéter comme écho. Depuis que nous sommes arrivés, quelles sont les premières mesures que nous avions prises? D'abord, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les Nigériens peuvent approcher le SG du ministère des Finances que nous avions trouvé. Le premier jour où nous l'avions reçu, il nous a rappelé sur les indemnités qui sont dévolues en pareille circonstance aux membres du Conseil. Nous lui avons dit, nous sommes conscients de notre intervention est basée sur une prise de conscience, pas une volonté de pillage. Une prise de conscience pour mettre fin au pillage des maigres ressources nationales. Nous allons nous contenter chacun de son salaire et de ses indemnités en fonction de ses responsabilités initiales. Parce que nous étions tous, chacun, à un poste de responsabilité. Depuis que nous étions arrivés, dites-moi, une seule commande, vous avez parlé du parc automobile. Dites-moi une seule commande de parc automobile, si ce n'est qu'au profit des forces de défense et de sécurité. Nous savions que ce n'était pas la pratique. Les régimes qui se sont succédés commandaient annuellement des centaines de véhicules. J'ai dit annuellement, des centaines de véhicules. Qu'on nous dise les centaines de véhicules que nous avons commandés pour l'administration ou toute autre structure en dehors, comme je l'ai dit, des forces de défense et de sécurité. Mieux, nous avions instruit que tous les contrats de louage soient suspendus, annulés même. Nous avons instruit pour que tous les conseillers, près de 7000 conseillers, vous prenez de la présidence, la primature, l'assemblée de l'époque, c'est près de 7000 conseillers et à la charge des ressources nationales. Nous avions suspendu. À l'état actuel, vous mettez tous nos conseillers, on ne fait pas 200. Là où nous avons annulé 7000. Les différents directeurs, allez-y vous renseigner. Nous avions trouvé des directeurs généraux avec des salaires de 6, 7, 9 millions par mois de francs CFA. J'ai pris une ordonnance pour que ça soit revu au strict minimum. Celui qui peut servir son pays, le serve. Celui qui pense qu'il ne peut pas servir le pays avec ce montant, il y a des milliers de Nigériens aptes à occuper sa place. Mieux,
pour ne pas aller loin, en 2022, la présidence de la République avait un budget de 220 et quelques milliards de francs CFA. Allez-y comparer avec les budgets de la présidence de ces 3 dernières années. Nous sommes actuellement, ou je dirais des 2 dernières années, puisque 2023, c'est une loi budgétaire que nous avions déjà trouvée. Donc 2024, 2025, et maintenant nous sommes en février 2026 avec la loi budgétaire donc de 2026. Donc, allez-y vérifier. Nous sommes à 60 milliards de francs CFA pour le budget de la présidence de la République du Niger. Un budget qui était, rien qu'en 2022, 224 milliards de francs CFA, qui était de 164 milliards de francs CFA en 2023. Comme je l'ai dit, c'est une loi que nous avions trouvée et qui était descendue à environ 90 milliards en 2025 pour encore continuer à descendre à 60 milliards de francs CFA en 2026. Nous sommes conscients de ce que nous faisons et que les échos qui pullulent arrêtent de se conduire en écho. La loi des finances, elle est disponible. Allez-y voir quels sont les crédits qui sont alloués aux différentes structures, institutions, ministères et autres pour la loi de finances 2026. Le plus grand montant, tenez-vous, est réservé à l'éducation nationale. Même pas la défense, c'est l'éducation nationale. Ensuite vient la défense nationale. Ensuite, le ministère de l'Intérieur. Ensuite, le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont ces structures qui bénéficient la plus grande partie des prévisions budgétaires. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Défense font 4 fois, le budget de la présidence de la République. Allez-y voir, avant notre arrivée, quel était le rapport entre la présidence et ces différents ministères. Donc, que les gens cessent de répéter sans vérifier. D'ailleurs, malheureusement, on a des champions dans ce domaine, parce que même la loi de finances, avant qu'elle ne sorte, j'ai vu des points de presse conduits par des experts internationaux dont on ne voit l'effet ou le produit de l'expertise qu'à travers les causeries des FADA ou la médisance. Que les Nigériens apprennent à ne pas se laisser embobiner. Qu'ils apprennent à lire quand la loi de finances est adoptée, qu'ils s'approprient cette loi de finances, qu'ils l'étudient et qu'ils voient les propositions qui sont faites et de quelle réalité tiennent compte ces propositions. Donc, je ne me reconnais pas, aucune institution, aucun gouvernement ne se reconnaît dans un train de vie. Allez-y voir les salaires des ministres, je ne veux pas le dévoiler puisque nos échos portent loin. Allez-y voir le salaire
de nos conseillers pour la refondation, vous comprendrez que c'est une misère, même si certains, d'ailleurs j'ai vu même parmi les conseillers, sont sortis pour penser qu'ils étaient gâtés. Nous ne sommes pas dans la démagogie, nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans le pragmatisme et nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent. De notre arrivée à aujourd'hui, nous n'avons commandé aucun véhicule de luxe pour faire plaisir à un président des institutions ou à un ministre. Tout ce que nous avons fait s'inscrit dans le strict minimum pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de mener le combat terrestre et aérien dans de meilleures conditions. Et même ça, difficilement, parce que l'environnement global, mondial est difficile. Non pas pour le Niger seul, mais pour tous les pays du monde. Donc, voilà la réponse que je porte à ECHO, que ça soit ECHO avec O tout simplement, ou bien ECHO avec S, et que les Nigériens sachent être sourds face à ces oiseaux de mauvaise augure. Voilà.